bonsoir à tous. Merci de rejoindre nous encore une fois pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons consacrer cette émission à un enjeu crucial pour le monde, pour notre pays en particulier, la santé maternelle et néonatale. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement marquant qui s'est tenu à Nouakchott sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Da. Le lancement officiel de la feuille de route nationale pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et néonatale plutôt, 2025-2030, et l'institution de l'Observatoire national pour la maternité sans risque. Ce soir, nous en parlons, et nous en parlons avec M. Djagana Moussa Salatou, qui est le directeur de la santé infantile, de la vaccination et de la nutrition. Également avec nous sur notre plateau, Dr Sidi Mohamed Abdelaziz, qui est le coordinateur du projet d'appui au service de santé maternelle et néonatale. Bienvenue à vous également, Madame Fatimetou Moulay Abdallahi Ali, qui est la coordinatrice du programme national de la santé reproductive. Bienvenue à nos invités. Avant d'entamer notre débat, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Bailaba qui revient sur cet événement. L'accès aux soins de santé complets est une priorité pour les plus hautes autorités du pays, notamment les soins de santé maternelle et néonatale. D'ailleurs, la feuille de route nouvellement préparée vise à mettre en œuvre une nouvelle approche qui permettra à la Mauritanie d'éliminer les maladies évitables et atteindre 0 décès maternel et néonatal d'ici fin 2029. Le lancement de mise en œuvre de la carte nationale d'accélération du rythme de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et l'Observatoire national de la maternité sans risque est placé sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Fadel Da. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdallahi Sidi Mohamed Wedi, a déclaré que le lancement de la mise en œuvre de la carte nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et l'Observatoire national de la maternité sans risque est une étape tangible vers la mise en œuvre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, mon ambition pour la patrie dans le domaine de la santé. Il a indiqué que cette carte a fixé un ensemble d'objectifs que le secteur de la santé doit progressivement mettre en œuvre avant la fin de 2029, notamment réduire les décès maternels à moins de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes et réduire les décès néonatals à moins de 12 pour 1000. Pour assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre de cette carte, le ministre de la Santé a précisé que l'Observatoire national de la maternité sans risque se chargera de la tâche de supervision, de suivi et de fourniture d'orientation stratégique de manière régulière et permanente. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de Tafra Zaïna, Taleb Mahjoub, qui a appelé à la coordination des efforts pour atteindre les objectifs ambitieux programmés dans le cadre de la feuille de route. De son côté, le président de l'association mauritanienne des gynécologues et obstétriciens, Abdi Ahmed Bennahi, a déclaré que la santé des mères et des nouveau-nés constitue toujours un défi, expliquant que l'association participe à la coordination avec le ministère avec tout ce qui pourrait contribuer à réduire les décès. Dans le même contexte, le président de l'association mauritanienne des pédiatres, Yusser Moul Khalifa, a déclaré que le taux de mortalité des mères et enfants reste élevé dans le pays et représente un défi majeur, indiquant que les causes de décès les plus importantes sont les infections, les complications, entre autres. À son tour, le président de la Société mauritanienne d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence, Mohamed Sid Ahmed, a déclaré que la Mauritanie s'est engagée à atteindre les objectifs de développement, indiquant que selon les données de l'OMS, le pays a réalisé des progrès significatifs dans cette direction. Justement, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, considère que les décès maternels et néonatals demeure un défi mondial, appelant à redoubler d'efforts pour réduire le phénomène. Grâce à des soins adéquats et un accès équitable aux services de santé. La région africaine, à elle seule, enregistre près de 70% des décès maternels mondiaux. En 2019, plus d'un tiers des décès des enfants de moins de 5 ans ont été recensés dans cette région, avec un taux de mortalité maternelle de 531 décès pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
de 71 pour 1000 naissances vivantes. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons transformer les engagements en réalité tangible pour toutes les familles mauritaniennes. Ensemble, faisons de cette feuille de route un véritable levier de changement. Ensemble, faisons en sorte que plus aucune femme, plus aucun nouveau-né ne perde la vie faute de soins appropriés. Selon les statistiques du ministère de la Santé, le taux de mortalité maternelle dans notre pays est de 424 pour 100 000 naissances vivantes par an, en raison des complications pendant la grossesse, l'accouchement ou la période postpartum. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Zoom sur. Ce soir, nous parlons de la santé maternelle et néonatale. Et Monsieur Diagana, la première question que je vais vous poser déjà à vous tous, c'est de nous faire un état des lieux, parce que nous avons vu des chiffres dans ce reportage qui sont un petit peu alarmants, mais je pense que même un décès est un décès de trop, que ce soit maternel ou néonatal. Un état des lieux de la santé maternelle et néonatale en Mauritanie. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir madame. Merci de m'avoir donné l'occasion d'apporter ce plateau avec mes collègues avec qui depuis très longtemps nous menons un combat passionnant contre la mortalité maternelle et néonatale. Pourquoi cette question nous tient à tant? C'est tout simplement parce que tout décès, comme vous l'avez dit, est un drame. Le décès d'une femme encore pendant qu'il donne la vie l'est d'autant plus. C'est pourquoi en 2015, tous les gouvernements de tous les pays se sont réunis pour réduire, ils se sont fixés des objectifs pour réduire ces décès et des enfants, de la mère, du nouveau-né, des enfants de façon générale, parmi un ensemble d'objectifs qu'on appelle les objectifs de développement durable. Alors, en ce qui nous concerne, nous, secteur de la santé, l'objectif 3, qui est promouvoir la santé et le bien-être pour tous, est très important pour nous. Et dans cet objectif, il y a un sous-objectif qui est très crucial, qui est de mettre fin, c'est de réduire les décès maternels et réduire les décès néonataux. Le Mauritanie s'est engagé, comme tous les pays, à atteindre un chiffre à l'horizon de 2030. Ce chiffre est de réduire la mortalité maternelle à 70 pour 100 000 naissances vivantes et réduire la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes. Alors, il y avait une planification qui a été déjà faite lors d'une planification décennale dans le secteur de la santé qu'on appelle Plan national de développement sanitaire qui allait de 2017 à 2020. Lors de cette planification, on s'est fixé comme objectif de réduire la mortalité maternelle à 347 pour 100 000 naissances vivantes. Mais pour 100 000 naissances vivantes, malheureusement, on n'a pas atteint ces chiffres-là. On est à 2020 à 424. Et pour les nouveau-nés, on était fixé à atteindre 16 pour 100 000 naissances vivantes. Mais on est à 22. Ça, c'est à 2020. Donc, les objectifs qu'on s'était fixés pour atteindre la mortalité néonatale et la mortalité maternelle, on est en deçà de nos objectifs, alors qu'on s'est donné rendez-vous avec tous les pays du monde pour 2003 pour fixer et pour réduire ces taux-là. Donc, au rythme où nous sommes maintenant, si on continue de cette façon, on n'atteint pas, on n'honore pas les engagements qu'on avait pris. Donc, c'est pourquoi il était important de faire un sursaut très important pour
accélérer cette réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour être au rendez-vous de 2030. Et c'est pourquoi aussi, il y a un deuxième plan national de développement sanitaire qui est en cours actuellement, qui va jusqu'à 2023, qui s'est fixé comme objectif principal, qui a comme programme essentiel l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Donc, cette feuille de route et cet observatoire vient en son temps pour qu'on accélère davantage la cadence et pour qu'on atteigne les objectifs qu'on a fixés avec tous les pays du monde en 2030. Alors, dites-nous, docteur Sidi Mohamed, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la Mauritanie n'a pas pu atteindre ses objectifs et qu'est-ce qui explique aujourd'hui justement la mortalité maternelle, c'est un pourcentage élevé, et la mortalité néonatale également? Merci beaucoup. Depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé au niveau du gouvernement, il s'est attelé à poser comme grand problème et comme grand souci cette grande mortalité maternelle et néonatale. Et par conséquent, il a créé dès son arrivée une commission nationale d'experts qui est chargée de diagnostiquer les insuffisances qui n'ont pas permis d'atteindre l'objectif déjà fixé et de pouvoir trouver les solutions adéquates à ce problème dans les plus brefs délais. Cette commission a travaillé pendant 4 mois et il en est sorti cette feuille de route qui explique de façon très simple et objectivement quelles sont les insuffisances et quelles sont les solutions à apporter. Comme vous le savez, il n'y a pas de drame aussi grave que la mort d'une femme qui va donner la vie. Ça c'est connu. Et surtout que dans notre contexte à nous, Mauritaniens, la plupart des femmes qui meurent sont des femmes jeunes malheureusement. Jeunes, c'est-à-dire entre l'âge de 25 et 35 ans. Dans la plupart des cas, c'est la mortalité maternelle. Comme cette mortalité est liée à des causes qui sont facilement curables et facilement évitables. Les grandes causes de mortalité maternelle en Mauritanie se résument en 3 choses, essentiellement 2 choses, selon la dernière enquête TDS. La première cause, c'est bien sûr l'hémorragie, que ce soit au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement ou du postpartum. La deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle, qui sévit malheureusement, qui devient de plus en plus fréquente et qui devient même parfois la première cause de mortalité maternelle. Et la troisième cause, c'est les infections. Donc ces 3 causes sont curables, facilement curables et facilement traitables. Si on a un système de santé adéquat, si on a des structures de santé adéquates, on peut facilement éviter tous ces décès-là. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique et de gouvernance. Donc c'est pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre, a mis en place cette commission qui a donc dégagé cette feuille de route dont on va parler plus largement au cours du débat et qui par conséquent a tracé la ligne pour aller en 2029 à un taux qui doit être inférieur à 140. Donc ne pas dépasser les 140. On veut bien atteindre les 70, c'est déjà fixé, mais on est sûr qu'on va atteindre, ça va au-dessous de 140% des naissances vivantes. Donc, docteur, vous avez raison, nous allons revenir plus en détail concernant l'observatoire et la feuille de route. J'aimerais poser la question à présent à Mme Fatimetou, qui est la coordinatrice du programme national de la santé de la reproduction. Aujourd'hui, les principaux défis auxquels les femmes, auxquels les enfants sont confrontés, auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui en matière de santé maternelle et néonatale. Monsieur le docteur Sidi Mohamed a brossé tout à l'heure les raisons pour lesquelles, entre autres, ce phénomène existe. Vous, dans votre domaine, comment vous voyez la chose? De ma part, je vous félicite, je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion. Les défis essentiellement posés pour la santé de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est d'avoir accès de toute femme en état de grossesse qui accouche ou en postpartum à des soins de qualité par un professionnel qualifié dans un environnement sain et donc accès équitable de toutes les femmes. Donc ça, c'est vraiment le plus grand défi aujourd'hui. Et c'est pour cela que le ministère de la Santé, selon les orientations même générales du pays, du président de la République, c'est que aujourd'hui il y a eu, comme l'a dit Monsieur le directeur, un plan national de développement sanitaire. Le plan national de développement sanitaire a pris comme premier objectif la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, qui vraiment est une tragédie, si je veux dire, parce que
aujourd'hui, la mortalité d'une mère, ce n'est pas seulement un indicateur de santé, mais c'est plutôt un indicateur de développement. Les pays qui comptent la mortalité maternelle élevée sont malheureusement reconnus sur le plan international comme pays sous-développés, alors que les pays qui ont une mortalité maternelle réduite, encore c'est un indicateur de développement. Il faut dire aussi que la femme, c'est la moitié, plus que la moitié de la population. Et c'est la mère, c'est la conseillère, c'est vraiment la sœur, c'est beaucoup de... Donc l'apport d'une femme dans la communauté est très important. Et donc, si les femmes... il y a aussi des études qui ont montré que malheureusement, la mort d'une mère traîne derrière elle 30 autres invalidités, parmi lesquelles, par exemple, la fistule obstétricale, d'autres invalidités. Et donc, ça veut dire que vraiment, on aura un pays qui boite un peu, parce que comme un corps où la moitié ne fonctionne pas. Donc, pour cela, le plus grand défi pour le ministère de la Santé, c'est d'avoir un système assez performant qui assure l'accès équitable à toutes les femmes et les nouveau-nés à des services de qualité partout, et surtout dans le contexte où notre territoire national est assez vaste, avec une population assez dispersée, et avec encore, selon la dernière enquête PCV, le taux encore de pauvreté est de 28%, et le taux d'analphabétisme est encore élevé, surtout chez les femmes. Donc le fait d'avoir tout un système efficace avec des infrastructures de base, notamment les postes de santé qui doivent être équipés selon les normes, un système d'orientation recours de structures vraiment périphériques vers le niveau comment dirais-je, de prise en charge spécialisée, tels que les hôpitaux, et surtout encore la sensibilisation de la communauté pour pouvoir utiliser le dispositif qui est mis en place par le secteur de la santé. Il y a une réforme générale, il y a beaucoup d'avancées depuis les deux dernières décennies, mais je pense que le chemin encore est assez très long. C'est pour cela que le ministère de la Santé s'est penché sur la feuille de route d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour être à jour dans le rendez-vous de 2030 où tous les pays ont pris l'engagement de réduire la mortalité maternelle comme ils l'ont dit les collègues, à 70% au moins, ou au moins inférieur à 140, et la mortalité néonatale à 12 pour 1000. Est-ce la raison pour laquelle aujourd'hui ces événements ont été placés au patronage de la Première Dame, est-ce pour vraiment marquer l'importance de cet enjeu-là? Tout à fait, parce que le fait que les pays qui ont montré des progrès, ce sont les pays qui ont mis au devant vraiment les premières dames dont les décideurs se sont vraiment engagés, et ça donne vraiment l'envie de tous les acteurs d'y participer, de contribuer et de mettre ça dans leur priorité d'intervention. Alors aujourd'hui, pour parler de la feuille de route, je m'adresse à vous, Monsieur Diagana. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de cette feuille de route-là, justement pour 2025-2030? Merci. Avant d'aborder cette question, j'aimerais d'abord consolider ce que ma consoeur Fatmata vient de dire concernant les défis liés à la mortalité maternelle et néonatale. Ce sont les défis liés, malgré on a fait beaucoup de progrès quand même, mais si on continue à ce rythme-là, on ne va pas atteindre ni les 140 pour 100 000 naissances vivantes, ni les 70 pour 100 000. Donc il fallait faire ces progrès. Donc les défis sont importants. Les défis, comme l'a dit Fatoumata, sont liés à des enjeux d'accès, d'utilisation et de qualité des services. Il faut que les personnes aient des accès financièrement et géographiquement aux services. Il faut qu'ils savent utiliser aussi ces services. Il faut aussi qu'il y ait de la qualité dans les services offerts dans nos structures sanitaires et même au niveau communautaire. Il y a aussi des enjeux socio-culturels. Il y a certaines pratiques qui sont préjudiciables à la santé de la mère et du nouveau-né. Il faut les rappeler. Nous sommes des sociétés
traditionnalistes, certaines pratiques qui ne favorisent pas la femme, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, tous des défis auxquels, c'est des enjeux auxquels il faut relever. Donc, concernant maintenant la feuille de route, il s'agit d'un document qui donne un chronogramme avec des méthodes, avec des actions importantes à budgétiser et qu'il faut dérouler en un temps avec un engagement qui va au-delà de nous, les prestataires de la santé, au-delà du ministère de la Santé. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs que cet observatoire qu'on appelle MARSAD a été initié et qui est sous le patronage de la Première Dame. Elle l'a dit, la Première Dame, qu'en tant que femme, elle ne ménagera aucun effort. Et comme l'a dit Fatimetou, dans tous les pays, c'est les hautes autorités. Ici, on a la chance, c'est d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a porté à cœur les problèmes de la santé des populations. Je crois que c'est très important d'avoir cet observatoire à ce niveau de portage et avec cette route-là, avec des actions bien identifiées et bien budgétées avec des responsabilités. Et concernant, justement pour revenir toujours sur cette même feuille de route-là, les objectifs concrets, vous en avez parlé, mais quels sont réellement ces objectifs concrets à atteindre d'ici 2029 en termes de rééducation, justement de réduction de la mortalité infantile et néonatale? Bon, on va dérouler un tout petit peu cette feuille de route parce que je connais mieux que le Dr Diagana parce que j'étais membre de la commission. Donc, il se compose essentiellement de 10 points essentiels qui sont facilement traçables et qui sont facilement reconnaissables par le monde de la santé. Le premier point, c'était un réseau SONI, ce qu'on appelle chez nous le SONI, ça veut dire des services obstétricaux et néonataux d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a deux types de SONI. Il y a des SONI qu'on appelle SONI de base et il y a des SONI qu'on appelle SONI complets. SONI de base, généralement, ce sont des soins obstétricaux qui sont fournis par des postes de santé et des centres de santé. Ils se composent essentiellement de cette fonction essentielle que tout centre de santé en Mauritanie doit disposer. C'est-à-dire avoir des médicaments contre l'hypertension artérielle, avoir des antibiotiques, pouvoir pratiquer une ventouse ou un forceps, avoir des ceintures quand il s'agit d'hémorragie, ainsi de suite. Et avoir de la réanimation pour les nouveau-nés quand ils naissent. Ça, c'est cette fonction de base. Donc, chaque centre de santé en Mauritanie doit disposer impérativement, dans le cadre de cette feuille-là, dans son IP avec toutes les fonctions qu'il doit réaliser. Et tout hôpital, régional ou national, doit disposer de ce qu'on appelle des SONIC, c'est-à-dire, en plus de cette fonction, avoir de la transfusion sanguine à disposition et à pouvoir faire une césarienne en urgence s'il y a lieu de la faire. Que ce soit à l'intérieur du pays et à l'enchère des grandes villes. N'importe où. SONIC, c'est pour tous les hôpitaux, que ce soit des hôpitaux de Mokata, régionaux ou des hôpitaux nationaux. Ça, c'est la première fonction. Donc, impérativement, il faut développer et rendre fonctionnel un réseau national. C'est-à-dire, si une dame est à Adel Bogaou, si elle a un problème, elle sait déjà qu'au niveau d'un Movichou ou de n'importe quelle autre localité, elle va disposer d'un SONIC ou d'un SONIP. Donc si elle est évacuée, elle va en disposer sur des lieux de ces fonctions-là qui sont à sa disposition et qui sauvent la plupart des causes et des complications qu'on a déjà citées. S'il y a lieu qu'elle doit bénéficier d'une transfusion sanguine ou d'une césarienne, elle doit avoir donc une liste claire et nette d'Adel Bogo, elle doit partir systématiquement vers l'hôpital d'Aïva. Ceci va me faire passer. Dans tout cela, comment on peut faire un réseau fonctionnel, c'est-à-dire avoir des équipements adéquats, avoir un personnel qualifié et surtout avoir, parce qu'on est actuellement, on a la chance d'avoir l'extension du projet qui s'appelle financement basé sur les résultats, qui est un système de financement de la santé et qui est basé sur la qualité des soins. C'est-à-dire si vous, en tant que personnel du secteur de santé, vous faites de la santé dans la qualité, un accouchement bien fait, une consultation bien faite, une femme qui peut bénéficier du sang, du traitement préventif, on vous paye. En plus du paiement que fait le gouvernement, ce financement basé sur les résultats va vous payer de l'argent en plus pour pouvoir vous motiver et pour pouvoir améliorer la qualité et l'environnement de votre secteur de santé. On a eu la chance actuellement qu'on va étendre ce système-là au niveau des 9 régions, les plus grandes régions. Je ne peux pas passer pour les régions sans dire qu'on connaît au niveau du ministère de la Santé tous les 4 grandes régions qui sont
source de mortalité maternelle. Le plus grand nombre de morts en Mauritanie se passe au niveau de 4 grandes, voire 5 régions, pas plus. C'est-à-dire le Dohol, le Guidimara, le Gogol et éventuellement la Saba. Ça, c'est connu par tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait qu'il y a la pauvreté, il y a la population, il y a le manque de moyens, il y a beaucoup de choses qui s'y mettent. Mais essentiellement, c'est connu. Ce sont des zones noires, des zones sombres de la santé pour la mortalité maternelle et néonatale au niveau de la Mauritanie. C'est connu. C'est connu, c'est connu, tout le monde le connaît. Et je peux même citer des départements au lieu de parler des régions. Je peux dire que la Mqata'a de Mpout, la Mqata'a de Koubeni, la Mqata'a de Amouvch, voilà. Ça, c'est la zone noire, c'est la carte noire de la mortalité maternelle et néonatale, généralement en Mauritanie. Donc, il est facile de diagnostiquer, il est facile d'apporter des solutions. Parce qu'on connaît déjà les causes et on connaît les lieux où se passe la plupart de ces décès. Donc, je dis que ce financement basé sur des résultats est une aubaine pour nous. Parce que ça va améliorer la qualité des soins, ça va motiver le personnel et ça va fixer le personnel dans des zones d'équilibre. Donc, il vient d'être étendu à 9 régions que je viens de citer, donc les Dohol, les Guidimara, les Gogol, les Tagan, les Tavza, les Barakna et la Daba. Voilà les 9 régions où il y a déjà des systèmes de financement basés sur les États. Troisième chose, c'est les ressources humaines. Je vais laisser un peu la parole à Fatima Tour, il va compléter certainement. Les ressources humaines, donc, c'est le plus grand problème de la Mauritanie pour les ressources humaines, c'est fixer les gens dans des zones d'équilibre. C'est vrai que le ministère de la Santé affecte les gens, mais la plupart du temps, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne sont plus là. On les forme, on les envoie dans des régions, mais ils ne sont pas là. Le ministère de la Santé, dans cette feuille de route-là, précise qu'il y aura des mesures très claires et très correctrices pour pouvoir fixer les gens dans des lieux d'affectation. C'est-à-dire qu'ils vont être plus motivés, ils vont être plus choyés quand il s'agit d'un prix au niveau du ministère de la Santé, et ils seront plus formés. Il y aura beaucoup plus de formation. Les gens disent généralement que le ministère de la Santé passe son temps à former. C'est vrai que la santé, c'est essentiellement la formation, la sensibilisation et les équipements. Il n'y a pas autre chose. Donc la formation est nécessaire pour tous les personnels. Donc ils vont être plus formés, ils vont être plus motivés et ils vont bénéficier du système de financement basé sur les résultats qui va les motiver un peu plus. Donc il y a déjà une feuille claire pour la motivation des gens qui vont investir dans des zones avec équilibre. Donc ça va pouvoir les fixer. Le deuxième point, donc on a parlé du réseau national sonique, le deuxième point c'est essentiellement ce qu'on appelle la dissémination des protocoles, normes et procédures. C'est-à-dire, nous au niveau du ministère de la Santé, en particulier le Programme national de la santé et de la reproduction, il édite des protocoles. C'est-à-dire, devant chaque situation, vous avez un protocole clair. Dans votre terroir, en tant que sage-femme, si vous avez votre terroir, vous allez savoir, devant cette situation-là, qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez la traiter sur place? Est-ce que vous devez l'évacuer à tout moment? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc ces protocoles-là sont d'une extrême importance pour tous les personnels de santé travaillant à l'intérieur du pays. Ça, c'est deux. Troisième point maintenant, c'est ce qu'on appelle le système de référence et compte à référence. C'est-à-dire, quand vous avez une maladie au niveau d'un poste de santé, vous devez, quand elle pose le moindre problème, quand on parle de médecine ou médicale, on va dire par exemple si elle a une dystocie de démarrage, c'est-à-dire elle est en début de travail mais ça n'avance pas. Si vous avez un système de référence efficace, vous avez donc votre téléphone WhatsApp. Un système WhatsApp simple. On va créer ce qu'on appelle des numéros régionaux vers où toute la région, du gynécologue jusqu'à l'accoucheuse au niveau du poste de santé peuvent se parler entre elles. Elle va envoyer donc un message comme quoi elle a une telle complication qui nécessite une référence. L'état de santé de la femme. Voilà, santé de la femme. Ce système-là est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le système de référence et de compte à référence qui va être établi, qui dépend. Donc il faut avoir des ambulances. C'est pourquoi dans la feuille de route, on parle du nombre d'ambulances qu'on doit avoir au niveau des postes de santé, au niveau des structures équilibrées. Ainsi de suite, il doit y avoir un retour chaque fois que vous avez diagnostiqué quelque chose, vous l'envoyez au niveau de la région doit vous répondre. Qu'en est-il devenu de cette femme-là? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a proposé? Quelle est sa finalité? Ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le système de référence et de compte à référence. Le quatrième point, je vais vous laisser. Allez-y. De toute façon, il y aura. Chacun va détailler dans son domaine. C'est mon boulot, je suis gynécologue, c'est normal. La quatrième chose, c'est donc la santé, la transfusion sanguine qui pose un grand problème. Très grand problème, surtout au niveau des régions du site que je viens de citer, particulièrement dans notre chère région qui s'appelle le Gorgol et le Guidimara. Il y a énormément de problèmes à avoir à sa disposition du sang. C'est pourquoi on va essayer d'avoir des centres régionaux, transfusion sanguine, comme celui de Nouakchott. On va fixer un à Kaïdi, au Gorgol, un autre à Nema, un troisième à Tar et un quatrième à Nouadhibou. Celui de Nema, il va servir à Youn. Celui de Kifa est déjà mis en place, il va servir Kifa et les Tagan. Et celui de Kaïdi va servir le Guidimara et le Barakna. Et donc, le Travza, normalement, doit être servi par Nouakchott.
et Ata va servir donc Zouérat, et Mouadhibou va servir Inchiri, ainsi de suite. Donc ce sont 5 centres régionaux qui sont déjà en train d'être mis en place. Donc on a eu déjà le financement pour la construction de ces centres régionaux et qui vont être fonctionnels. Chacun va disposer au moins d'un camion de collecte de sang pour pouvoir circuler à l'intérieur de la région et pouvoir collecter du sang. Et les dérivés du sang, pas seulement du sang total, mais on va en plus de tout ce qu'on dispose au niveau de Nouakchott, c'est-à-dire les kilos, les PFC, tout cela doit être à la disposition de la région où il y a des centres interrégionaux de transfusion sanguine. Le sixième point, c'est la santé, ce qu'on appelle la santé communautaire. La santé communautaire, maintenant, est l'outil le plus important dans tous les pays de la sous-région. C'est-à-dire quand vous avez des agents de santé communautaire qui sont formés, qui peuvent orienter la femme à n'importe quel moment, dire « Madame, vous avez augmenté de poids, Madame, vous avez des céphalées, donc vous devez aller dans un centre de santé pour pouvoir prendre votre attention. Vous avez des muqueuses pâles, vous avez donc un manque de sang, il faut aller à telle heure, il faut discuter avec le mari pour pouvoir lui dire que la situation est grave. On va même faire intervenir non pas seulement les agents de santé communautaire, mais aussi les élus locaux, c'est-à-dire les mairies, tous les personnes de mairie, que ce soit les conseils régionaux. C'est pourquoi au cours de lancement de la feuille de route, il y avait tout le monde politique. Il y avait des élus, il y avait des parlementaires, il y avait la société civile, il y avait toutes sortes de choses pour que tout le monde aille ensemble pour pouvoir relever ces défis-là. Donc la santé communautaire est importante. Dans cette santé communautaire, il y a ce qu'on appelle les cliniques mobiles. Les cliniques mobiles, c'est pour des zones reculées, là où on ne peut pas avoir un poste de santé complet. On va donc avoir une clinique mobile complète avec tout ce qui nécessite une consultation de gynécologie, un accouchement, tout dedans. Et elle va donc sillonner la région dans des zones reculées pour pouvoir détecter et prévenir à temps toute complication qui peut survenir chez les femmes enceintes. Sixième point. Ça, c'est le sixième point. Madame Fatimetou va développer davantage. Voilà. Donc, je dirais la septième. La septième, c'est essentiellement le forfait obstétrical que tout le monde connaît. C'était un mode de financement pour l'accès aux services de soins de santé pour les femmes enceintes. Il a été démarré en 2000, 2002, 2001. Il y a eu une réforme en 2019 qui n'a pas tellement bien fonctionné. Il commence à vraiment se décevoir. Bon. Il n'est plus très clair, il n'est plus très... C'est pourquoi il y aura un comité d'experts qui va bientôt, Inch'Allah, au bout d'un mois, pouvoir discuter de ce forfait obstétrical et pouvoir retrouver une réforme qui va pouvoir donner à la femme l'accès facile aux soins de santé primaire depuis sa première consultation jusqu'à son postpartum, c'est-à-dire les 40 derniers jours. Bon, je crois que je n'ai pas oublié beaucoup de choses. Neuvième point. Neuvième point, c'est l'élimination de la fistule obstétricale, qui est vraiment une complication de morbidité, une complication extrêmement grave. C'est le fait d'avoir après un accouchement, une communication entre les organes, l'utérus, le rectum, la vessie, et que la dame, ça va donc complètement désolidariser, elle va uriner dans son vagin, elle va faire n'importe quoi. C'est vraiment la complication la plus morbide et la plus difficile à supporter pour une femme. Parce qu'elle va s'isoler, elle va être divorcée, elle va vivre des moments, des cauchemars. Donc cette complication, cette morbidité doit être éliminée au cours de cette feuille de route. Dans l'établissement de cette feuille de route, on avait fixé l'objectif de pouvoir éliminer définitivement ce qu'on appelle la fistule obstétricale. Alors, ce que j'ai retenu dans votre intervention, et Mme Fatimetou me complète, si j'ai bien raison, c'est que tout ça, c'est important, la sensibilisation. De sensibiliser déjà les acteurs de santé, de sensibiliser après la communauté, bien entendu les femmes et leurs familles, comment le comportement qu'il faut avoir aujourd'hui devant une femme en état, une femme en couche. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les ressources humaines, justement sur les moyens à mettre en place, tels que les transfusions sanguines, tels que les agents communautaires et autres, tout ce qui peut aider aujourd'hui ces femmes-là ou leurs familles à passer cette étape-là? Tout à fait, je dirais seulement le seul point que je voulais un peu compléter par rapport à ce que vient de dire le professeur Sidi Mohamed, c'est les médicaments qui sauvent la vie. Donc c'est encore un autre chantier que le ministère de la Santé vraiment prend en considération, c'est la disponibilité des produits qui sauvent la vie au dernier kilomètre, c'est-à-dire l'accès à des médicaments de qualité et à tous les niveaux.
y compris les contraceptifs qui ont un rôle très important dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, parce qu'on a dit que la planification familiale, l'espacement plutôt de naissance, parce que chez nous c'est l'espacement de naissance qui est reconnu, peut réduire à environ 30% la mortalité maternelle. Et donc, je pense qu'aussi, la mortalité maternelle, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé. La mortalité maternelle doit être l'affaire de tous les secteurs. Et tous les acteurs doivent contribuer à la réduction, l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, que ce soit le MASEF, que ce soit surtout le ministère d'économie et des finances, parce que le financement de la santé, aujourd'hui, c'est parmi les plus grands défis, c'est d'avoir le financement adéquat pour mettre en place tout ce qu'on vient de dire comme stratégie pilote, parce que sans le financement, on ne peut pas arriver à atteindre nos objectifs qu'on a fixés. Et surtout que le ministère de la Santé a fait pas mal de stratégies dans ce sens, surtout par exemple la CNAS, il y avait la CNAM, l'assurance maladie, il y a encore la CNAS pour les gens qui sont du secteur informel, le forfait obstétrical comme l'a si bien dit monsieur le professeur Sidi Mohamed. Mais je pense que tout cela nécessite d'être vraiment dans un système un peu global. Je dirais que par rapport aux ressources humaines, il est très important et le ministère, c'est un très grand chantier pour le ministère de la Santé. D'ailleurs, pour cela, il y a pas mal d'écoles de santé qui ont été créées au niveau régional pour un peu assurer la formation de base des professionnels de santé, sages-femmes, infirmiers, et en plus bien sûr de la faculté de médecine qui fait maintenant de toutes les spécialités, de gynécologues, d'obstétriciens, pédiatres et réanimateurs. Le défi aujourd'hui, c'est d'avoir un plateau technique complet par niveau. Par exemple, au niveau des hôpitaux, il faut qu'il y ait des réanimations fonctionnelles, parce que l'hypertension qui est la deuxième, voire même la première cause de mortalité maternelle, un gynécologue peut sauver la vie d'une femme par une césarienne, mais elle peut mourir si elle ne trouve pas une réanimation adéquate. Donc c'est vrai que dans le programme prioritaire du président de la République, il y a eu l'accès à la réanimation, la gratuité de la réanimation, et ça c'est un avantage. Il y a eu encore, la réduction du coût du forfait obstétrical à 400. La femme aujourd'hui paye 400. Il y a eu la gratuité du transport d'une zone à l'autre. Mais tout ça, il reste encore que tous les autres acteurs, y compris la communauté, doivent contribuer, parce qu'un premier retard déjà constaté, c'est le retard de la communauté vers la structure de santé. Et donc, il faut encore qu'il y ait un professionnel de santé au niveau des structures de base, surtout notamment des postes de santé qui sont très dans les zones les plus reculées, parce que notre territoire est assez vaste, les zones sont très éloignées, et à défaut de trouver des structures qui ont un paquet minimum. Ce n'est pas obligatoirement que la femme accouche dans un milieu hospitalier, il faut que la femme ait un accouchement dans une structure de santé, que ce soit une structure de santé de base, poste de santé, mais avec un système de référence adéquat qui peut à n'importe quel moment être réactif, efficace et efficient pour transporter les urgences obstétricales. C'est les urgences qui tuent. Et il faut qu'on ait une réponse rapide aux urgences obstétricales. Et donc les ressources humaines, et surtout en particulier les sages-femmes dans le milieu primaire, les structures primaires comme les postes de santé, est indispensable pour qu'on puisse vraiment garantir le suivi de la grossesse normale, les diagnostics précoces des complications, et surtout encore l'orientation aux besoins dans les structures les plus, reculées. Madame Fatimatou, moi j'ai 2 points concernant justement les ressources humaines. Certaines femmes se plaignent de ne pas être bien accueillies, par exemple dans les centres de santé.
Est-ce parce qu'elles font face à des personnes qui ne sont pas des fois conviviales ou qui ne sont pas très formées ou formées justement à accueillir une personne qui est en détresse, même une personne qui a besoin d'aide ou même juste d'un mot gentil ou d'une manière très correcte de traiter les patients? Ça, c'est la première interrogation. Et la seconde, c'est concernant aujourd'hui aussi ces femmes-là, pour le suivi, parce qu'il n'y a pas que la couche, il y a le suivi, les visites et autres. Est-ce que dans ces zones-là, justement, il y a cette sensibilisation ou est-ce que cette feuille de route prend en compte aujourd'hui de sensibiliser aujourd'hui ces femmes-là, ces personnes-là, leurs familles qui sont dans des zones reculées que la grossesse, c'est pendant 9 mois, c'est un suivi, c'est des visites, c'est pour justement prévenir ces hypertensions, prévenir aussi des maladies obstétricales, des fistules et autres. Donc, c'est tout un processus. Je pense, comme l'a si bien dit tout à l'heure, professeur Mohamed, il y a des normes. Il y a des normes qui ont été établies par niveau. Les normes, que ce soit en personnel, que ce soit en équipement, que ce soit... Il y a aussi il y a une balance normalement qui doit être toujours, comment dirais-je, équitable, la demande, l'offre et la demande. Donc la population doit être, il doit y avoir des messages clés sur les pratiques familiales essentielles, sur la nécessité d'utiliser les services de santé, sur l'avantage du suivi de la grossesse, sur l'avantage de l'accouchement assisté, les complications qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Donc, des signes d'alarme qui doivent être enseignés à toutes les femmes. Aujourd'hui, le suivi de la grossesse n'est pas comme le suivi habituel qu'on faisait, une visite prénatale avec une pesée, une prise de poids de hauteur utérine. Non, se focalise sur la patiente, sur ses besoins, sur le dialogue avec la femme. On enseigne la femme les signes d'alarme, les complications qui peuvent survenir, beaucoup de choses. Et ça, le ministère de la Santé a un programme ambitieux d'éducation pour la santé avec des objectifs bien déterminés. Il a un chargé de communication. Donc, la communication est très importante. La participation aussi des organisations non gouvernementales par rapport à la sensibilisation, par rapport au changement de comportement. Tout ça, c'est un ensemble qui va essayer un peu d'équilibrer la demande des populations. Parce que le malheur, c'est que parfois, les femmes peuvent mourir là où, juste à côté de là, on peut sauver leur vie. Et comme on vient de dire, c'est que le malheur, c'est que cette mortalité maternelle qui est élevée aujourd'hui chez nous, à plus de 70%, les causes de mortalité maternelle sont évitables. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir 0 décès évitable. C'est-à-dire tous les décès qu'on peut éviter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, dans la feuille de route, il y a un accent particulier qui est mis sur la surveillance des décès maternels et riposte. C'est-à-dire le ministère de la Santé a mis en place, vient de signer un arrêté que le ministre a signé, obligeant la notification des décès maternels. Aujourd'hui, tout décès maternel et non-natal doit être notifié dans les 24 heures qui suivent le décès. Il y a des comités au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Les comités ont comme objectif vraiment d'analyser les causes de décès et de faire des plans d'action, des plans de riposte avec des recommandations pertinentes. Et c'est ça, l'observatoire qui vient d'être lancé, qui vient d'être créé, a pour objectif de veiller sur tout ce processus de surveillance de décès et la riposte et les recommandations, que ce soit par rapport à la mobilisation de ressources nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, les financements de la santé, la recommandation internationale et régionale, c'est que le financement de la santé doit être au minimum à 15% du budget de l'État. Le budget d'État alloué à la santé doit être au moins 15% du budget de l'État doit être alloué au ministère de la Santé. Nous, je pense que la dernière, donc ils peuvent me corriger, l'information que j'ai, c'est qu'on est à 6% seulement du budget État. Donc le financement de la santé, c'est quelque chose de très important parce que la mobilisation de ces ressources, bien sûr, il y a des partenaires qui peuvent appuyer techniquement et financièrement, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une ligne budgétaire
pour la sécurisation. Il y a une ligne pour la sécurisation des produits et certes qui doit être dans les engagements évolutifs, mais il faut qu'il y ait une ligne budgétaire qui garantisse seulement la surveillance, la riposte à ces décès évitables. Comment on peut vraiment financer faire toutes les mesures, prendre toutes les mesures pour qu'aucune femme meure d'une cause évitable. Par exemple, seulement le sang, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre, mais on peut faire des campagnes de sensibilisation pour les populations pour qu'elles puissent vraiment être en mesure de donner de sang et pour que les gens savent que le don de sang ce n'est pas mauvais pour leur santé, il faut qu'ils donnent le sang, il faut encore qu'il y ait un financement qui permet la collecte, qui permet, comment dirais-je, la conservation et tout du sang et de ces facteurs qui sont utiles pour sauver les vies des mères et des nouveau-nés. C'est ce qui explique un peu pour la transfusion sanguine, avant de venir au budget, la création de centres aujourd'hui, de santé, vous en parliez, docteur. Aussi les banques de sang. Dans chaque hôpital, il doit y avoir une banque de sang. Une banque de sang qui garantit l'accès rapide au sang au cas de césarienne ou au cas d'hémorragie ou autre. Mais il y a une journée... Oui, quand on parle de... Je voulais juste revenir sur les médicaments. Quand on parle des médicaments qui sauvent la vie de la mère et du nouveau-né, c'est une liste bien définie. Pour la femme, généralement, ce sont 5 à 6 médicaments dont on dispose déjà, la plupart. C'est le sulfate de magnésie, le Synto, le gluconate de calcium, le Cytotec, ainsi de suite. On a ajouté 2 ou 3 médicaments pour le nouveau-né. C'est une ligne budgétaire qui est donc donnée, qui doit être destinée dans le cadre de cette feuille de route-là pour l'achat, parce que généralement, dans le temps, c'était nos partenaires techniques et financiers, en particulier les FINIAP, qui finançaient cette ligne-là concernant les produits qui sauvent la mer. Maintenant, au niveau de la feuille de route, il y aura une ligne budgétaire uniquement financée par l'État mauritanien qui doit pouvoir disposer de ces médicaments-là au niveau de toutes les structures de santé. Je vais revenir un peu aussi sur le système de surveillance des décès maternels parce que c'est le système le plus important et le plus efficace pour pouvoir suivre, recommander, trouver les solutions à tout problème qui entraîne la mort d'une femme ou d'un nouveau-né. Ce comité dont Fatimatou a parlé, donc il y aura un comité au niveau de la Mokata. Ce sont des comités déjà qui ont été mis en place, mais qui ne sont pas jusqu'à présent malheureusement fonctionnels, qu'on doit faire fonctionner le plus rapidement possible, qui se réunissent, qui prennent des décisions, qui donnent des recommandations. Un simple exemple, la femme n'a pas pu arriver au niveau du centre de santé parce que l'ambulance, par exemple, n'avait pas de gasoil. Il faut que ce comité-là trouve la solution. Il n'y avait pas de médicaments, tel médicament ne se trouvait pas dans la structure pour pouvoir sauver cette femme. Ou bien le sang n'est pas à notre disposition. Il faut trouver des solutions immédiates et rapides pour pouvoir. C'est pourquoi il y aura une réunion mensuelle au niveau de ces comités-là, tant au niveau de la Mokata qu'au niveau de la région. Et il y aura une réunion trimestrielle au niveau du comité national. Il y a un comité national pour la surveillance de décès maternels et périnatales et riposte. Si ça nécessite quelque chose qui doit aller au-delà de la sécurité régionale pour pouvoir trouver une solution au niveau du ministère de la Santé. Ces 2 systèmes-là sont extrêmement importants pour pouvoir suivre les décès et suivre les recommandations qui sortent de ces comités de surveillance des décès maternels et riposte. La transfusion sanguine est vraiment important pour la Mauritanie parce que vraiment, quand on voit à Nouakchott même, on a encore des problèmes au niveau de Nouakchott pour pouvoir disposer de suffisamment de donneurs. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est la culture de la société. La société n'a pas dans sa culture de donner de sang facilement. Généralement, quand on voit les campagnes qui se passent, c'est généralement des malades, des personnes qui ont des malades hospitalisés qui nécessitent de sang, qui donnent du sang. Ce n'est pas des volontaires. Il est extrêmement rare de voir en volontaire. Je crois qu'il y a à peine 1200, je crois qu'il y a 1600 ou 1800 volontaires au niveau de toute la Mauritanie de sang. Donc c'est pourquoi il y a nécessité de faire énormément de sensibilisation. Beaucoup, surtout dans nos régions du sud, comme je l'ai dit, parce que Kéhédi pose énormément de problèmes pour les dons de sang. On n'a pas pu trouver la solution. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est... La communication pour que les gens sachent où est-ce qu'il faut se rendre il faut beaucoup communiquer. C'est pourquoi il y aura la création de ces centres interrégionaux qui vont sillonner toute la région. Donc si on fait ça à Gorgol, c'est pour la région d'Ibarakna et d'Igidimara, au niveau de Nema, c'est Nema et Ayoun, et au niveau de Kifa, c'est Kifa et Tagan. Mais il y a aussi l'Ibarakna avec le Gorgol et Nouadhibou de l'autre côté et Atar. C'est essentiellement de la sensibilisation qu'il faut. Il faut bien sûr construire des centres interrégionaux pour pouvoir avoir les équipements nécessaires pour pouvoir avoir tous les dérivés de sang, parce qu'il y a des dérivés, ce n'est pas du sang total qu'on donne systématiquement, on peut les mettre.
Quand on a besoin, quand on a une hémorragie du postpartum avec un HAP ou quelque chose comme ça, il faut qu'on ait des PFC, ce qu'on appelle des produits frais congelés, ou bien il faut qu'on ait des plaquettes. C'est des produits qu'on dérive du sang, qui doivent être fabriqués. Donc ça va être à la disposition de nos centres interrégionaux. Il faut des moyens qui sont techniques pour ça. qui sont une priorité maintenant au niveau du ministère de la Santé. C'est extrêmement urgent de disposer de ces centres interrégionaux. C'est extrêmement urgent de faire beaucoup de sensibilisation et donner des moyens suffisants et efficaces au Centre national de transfusion sanguine pour pouvoir vraiment combler ces déficits et pouvoir résoudre ce grand problème qui est le don de sang. C'est vraiment un problème qui se pose énormément au niveau de Nouakchott. Monsieur Diagana, vous en parliez à un moment, c'est concernant les dons de sang et tout, mais concernant la mortalité des enfants avant 40 jours. Mais quelle est la cause aujourd'hui justement de cette mortalité-là? Merci beaucoup. Donc, ils ont beaucoup parlé de la femme, c'est parce que c'est des spécialistes de la femme, c'est tout à fait normal. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien parce que quand tu sauves la femme, tu sauves 4 enfants. Hein. Donc c'est bien. Mais cette mortalité néonatale, elle est liée en grande partie, très souvent, les accouchements sont normaux, les nouveaux ne posent aucun problème. Mais quand ils posent des problèmes, c'est des problèmes simples. C'est pourquoi, dans cette feuille de route, il fallait qu'ils apparaissent de façon claire. L'espace, on appelle coin, des nouveau-nés, moi je n'ai pas ce thème coin-là, c'est un peu péjoratif. Je préfère espace, un espace carrément équipé parce qu'un nouveau-né, quand il a un problème à la naissance, avec une petite aspiration, il peut régler son problème. Donc, les décès néonataux, c'est-à-dire dans les 28 premiers jours, sont liés souvent à des problèmes d'asphyxie, d'infection. En général, c'est des choses comme ça qui sont... Même en cas de mort subite? Alors, mort subite, ça, c'est une question très technique c'est une autre entité de médecine qui rentre dans ce cadre-là, qui ne concerne même pas peut-être les nouveau-nés. Parce que, bon, ça, c'est un autre débat. Donc, mort subite, c'est le nouveau-né. En tout cas, terme mort subite, c'est pas bon. Pour les spécialistes de la question, ça, c'est une entité bien à part. Mais les nouveau-nés meurent aussi. Toute mort a une cause. Et souvent, c'est des causes très simples. C'est peut-être une hypothermie, c'est-à-dire la température a vite baissé. Peut-être qu'il a une hypoglycémie parce qu'il n'a pas tété à temps. C'est bien que vous parliez tout à l'heure de avant l'accouchement, après l'accouchement. C'est pourquoi il y a un terme générique pour ça qu'on appelle maternité sans risque. Quand on parle de maternité sans risque, c'est bien avant la grossesse, c'est bien avant l'accouchement, c'est aussi après l'accouchement. C'est un intervalle de temps pendant lequel l'accouchement, ce n'est qu'au milieu. Donc, il y a une période qui vient avant l'accouchement, où il y a les consultations prénatales, où il y a les soins prénataux. Après, il y a l'accouchement qu'il faut suivre, c'est un moment crucial. Après l'accouchement, il y a les périodes postpartum qui va jusqu'à 40 jours aussi, pendant lesquelles il faut faire des visites postnataux, il faut suivre l'enfant. Donc, la femme et l'enfant surtout, l'enfant pendant les 28 premiers jours, qui va jusqu'aux 45 jours en période postnatale. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont spécialistes de la femme. Et vous avez parlé aussi de l'accueil qui n'est pas bien. Aussi, c'est très important. On a beau avoir toutes les structures de santé bien équipées, si l'accueil n'est pas bon, l'utilisation fera défaut. Donc les femmes ne vont pas utiliser ça. Alors c'est un défi qu'il faut relever aussi. Donc c'est des choses aussi, c'est un ensemble qui ne se limite pas seulement à l'accouchement et qui va au-delà de l'accouchement et après des deux côtés, mais aussi qui est lié aussi au personnel et qui est lié aussi à la sensibilisation, à l'éducation, au changement de comportement, y compris de nous les personnels et que de nos patients. Ouais. Est-ce que justement la mortalité infantile néonatale est liée aussi peut-être aux vaccins qui ne sont pas faits à temps, ou aussi à l'enfant qu'on laisse automatiquement à sa mère dès la naissance qui est peut-être inexpérimenté, qui ne sait pas comment faire, parce que d'habitude ce sont nos mamans qui nous conseillent, non, on doit le tenir comme ça, on doit le tenir comme ça, ou même que l'enfant à la naissance passe la nuit automatiquement avec sa mère, au lieu d'avoir un suivi professionnel. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé des enjeux socioculturels aussi. Il y a certaines pratiques aussi qui sont néfastes à la santé de l'enfant, et comme elles peuvent être santé à la santé. Donc, il y a toute une batterie d'interventions,
des messages pour changer certains comportements que nous, on pense peut-être qu'ils sont bons, alors qu'il n'y a aucune base scientifique qui les justifie pour l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Madame Fatimitou, justement, je reviens vers vous tout à l'heure, docteur, concernant, quand je parle du traitement qu'il faut avoir avec la femme qui vient, enfin, pendant tout le processus, mais la femme qui vient d'accoucher, le comportement qu'elle doit avoir avec son enfant et tout, pour éviter justement ces mortalités-là, et la sensibilisation qui doit être faite par le personnel de santé sur le comportement à avoir, sur le mode d'utilisation, le guide qu'il faut avoir aujourd'hui pour le traitement de l'enfant. Cela fait partie aussi de cette feuille de route-là. Je pense que dans le cadre des normes que nous, on a des guides de soins pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Il y a des guides de soins du nouveau-né et de l'enfant. Il y a des guides, donc tout ça, il y a des guides dans les normes, il y a des protocoles qui sont là. Je pense que parmi lesquels, par exemple, la réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement, les gestes de sauvetage rapide qui doivent être faits, on dit la minute d'or. Je parle sous contrôle du pédiatre, c'est-à-dire la première minute, quels sont les soins essentiels du nouveau-né, par exemple à la naissance, comme l'a si bien dit tout à l'heure le docteur Diagana, il peut mourir d'une hypothermie, par exemple. Il y a des pratiques qu'on doit vraiment reconnaître dans la salle d'accouchement. À la naissance du nouveau-né, il faut que la température soit, il ne faut pas qu'il y ait un courant d'air, il ne faut pas qu'on fait le bain du nouveau-né. Maintenant, c'est une pratique qu'on a laissée. Il faut qu'on l'enveloppe, il faut qu'on l'alimente à la première heure. Donc c'est des soins essentiels qui sont déjà là dans nos normes et dans nos guides et dans nos protocoles et qu'on enseigne aux prestataires de soins. C'est-à-dire, il y a un plateau, normalement, technique par niveau qui doit être disponible par niveau et c'est déjà décrit dans les normes. Et ce plateau, c'est ça le défi encore. Il faut qu'il y ait un accompagnement par rapport aux ressources financières qui nous permet d'avoir ce plateau, par exemple. Au niveau d'un poste de santé, par exemple, on doit y avoir un matériel. L'asphyxie, c'est l'une des causes de mortalité néonatale. Il faut qu'il y ait un aspirateur qui nous permet de faire la destruction nasale quand le nouveau-né est né en asphyxie. Il faut qu'on ait un extracteur d'oxygène pour qu'on puisse vraiment, si le nouveau-né a besoin d'être réanimé, il faut qu'il y ait, par exemple, les boîtes d'accouchement, le matériel pour la stérilisation, parce que l'infection est responsable dans les études de 13% de la mortalité, par exemple, maternelle est liée, ou néonatale est liée à l'infection. Donc il faut qu'il y ait tout ça. Et on forme des personnels et la présence même de ce personnel en permanence. Parce que l'accouchement, c'est vraiment un moment très crucial de la vie obstétricale. Il faut qu'au moment de l'accouchement, qu'il y ait un personnel qualifié à l'accouchement, qui pratique l'accouchement. Il faut que l'environnement soit un environnement, c'est avec un matériel nécessaire, adéquat, stérile, remplaçable, donc les boîtes, les tables d'accouchement, tout ça. Donc tout ça, ça compte et surtout la maintenance. Parce qu'encore avoir un système de maintenance qui garantit peut-être que c'est ce matériel qui parfois est acheté avec beaucoup de moyens, soit conservé, soit bien maintenu et tout cela. Et donc c'est un ensemble, mais cet ensemble est dans les normes. Ces normes, on fait les normes, mais les normes ont besoin encore d'être disséminées à tous les niveaux. Il faut qu'on accompagne pour l'enseignement de ces prestataires au niveau périphérique, au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé, pour qu'on les enseigne comment c'est pratique, comment ils vont faire, c'est-à-dire le bon comportement. Et il faut encore que la population soit éduquée pour qu'elle soit exigeante, par exemple, parfois. Parce que parfois, tu vois la femme, elle peut se satisfaire même si elle trouve une bénévole, une accoucheuse qui n'a pas d'aide, donc elle est déjà satisfaite. Alors que si la population est éveillée, elle connaît
leurs droits en matière de santé de la reproduction, elle va être encore exigeante et ça va nous susciter le système de la santé à être encore améliorer la qualité et surtout il y a le suivi. Et je pense que cet observatoire va être un bon dispositif de suivi qui va permettre un peu de comparer ce qui est prévu, ce qui est attendu à ce qui est fait à chaque fois, et donc pour pouvoir faire une amélioration continue du système. Et c'est ça qui est recherché pour l'amélioration continue de la qualité, avec bien sûr prévoir des enquêtes qui vont vraiment non seulement savoir le niveau de performance du système, mais aussi le niveau de perception de la population par rapport à ce qu'on est en train de faire. Tout ça, c'est pour garantir la qualité. Je pense que aussi, nous, on a l'avantage aujourd'hui, parce qu'on est dans un environnement, dans l'Afrique, qui est déjà avec des pays qui ont hétérogènes par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir notre président, qui est le président de l'Union africaine. Et donc tous les pays attendent même de notre président qu'il vraiment booste les indicateurs de santé, booste vers l'atteinte des objectifs de développement durable, à plus forte raison nous qui sont les pays vraiment. Donc je pense que c'est une chance, et le fait encore que cet observatoire soit et la feuille de route soit vraiment sur la présidence, comment dirais-je, de la première dame, sous le patronat de la première dame et sous la présidence effective du ministre de la Santé. Je pense que ça, c'est une nouveauté. Avant, il y a des commissions, il y a des trucs qui sont présidés par d'autres personnes, mais le fait que le ministre soit même le président effectif et que la première dame le parraine et le suivi, je pense que ça va nous booster vers l'atteinte, Inch'Allah, de nos objectifs. Madame Fatimetou, vous parlez tout à l'heure de le fait que la qualité et que la population doit être exigeante par rapport à la qualité des soins. Il y a aussi une question qui se pose à un moment où la personne est en détresse. Je pense qu'elle, dans son subconscient, elle se contente de tout ce qu'elle a juste pour dépasser cette détresse-là. D'où l'importance aussi de la formation du personnel de santé, des acteurs, que c'est très important que cette personne qui est en détresse ne soit pas laissée en détresse ou soit négligée parce qu'elle fait trop de boucans, parce qu'elle crie, parce qu'elle... Voilà. Il faut comprendre que la personne ne fait pas de caprice, qu'elle est dans des moments de détresse. Donc je pense que tout ça là, c'est pris en compte par la feuille de route également. Un programme de formation continue qui est prévu, en plus de la formation de base qui est déjà là avec ces normes. Alors, pour parler, le temps nous rattrape, hein, vous faisiez partie, docteur Sidi Mohamed, du comité. Le budget aujourd'hui, cet observatoire, l'initiative, c'est quand même un budget assez conséquent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce budget, que ce soit pour l'État mauritanien ou même des partenaires? Tout à fait. Je vais venir un peu en arrière pour dire que dans le programme du président de la République pour Mouhil el-Watan, il y avait déjà, au cours du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président, beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l'accès financier pour la santé. Il y avait, comme l'a si dit bien le Dr Diagana, il y avait déjà la réanimation qui a été prise en charge. C'est le coût le plus élevé en matière de santé. La réanimation, c'est à peu près 30 000 ouïas par jour dans un lit de réanimation. C'est déjà le forfait obstétrical qui donc réduit le taux à 400 ouïas, MRI, qui était à 9 500 ouïas. C'est encore le transport interrégional dans les ambulances. Donc beaucoup de choses ont été. C'est la création de la CNAS, c'est la création de la CNAM avec le nombre de personnes qui ont adhéré à tout cela. Donc il y avait déjà des soucis qui ont été déjà dépassés. En ce qui concerne le budget de cette feuille de route, beaucoup de choses sont déjà mises en route, donc mises en œuvre, commencent à être mises en œuvre. Moi, je suis le coordinateur d'un programme qui vient d'équiper tout de suite, ce mois-ci, il n'y a même pas 2 semaines, 276 postes de santé au niveau des 5 régions que je viens de citer, que j'ai citées tantôt, équipés en équipement de santé maternelle et néonatale complet. C'est-à-dire, vous allez dans un poste de santé, vous allez trouver tout ce que demande un nouveau-né à sa naissance pour sa réanimation. Les SONIP qu'on a cités déjà. Vous allez dans un poste de santé, vous allez trouver tout ce qui nécessite un accouchement de qualité pour pouvoir le faire. Dans quelques mois, 3 ou 4 mois, on va équiper 28 centres de santé au niveau des 5 régions, centres de santé. Dans 5 mois ou 4 mois, on va équiper donc 6 hôpitaux régionaux
plus l'hôpital mère-enfant. Ça fait déjà 7 hôpitaux. Et il y a d'autres projets, celui de Quechua qui est financé par l'AFD, qui va équiper donc la région de la Saba avec d'autres régions. Il y a aussi la série d'urgence pour le Haus Sharqi qui va acheter énormément d'ambulances, qui va acheter énormément d'équipements. Donc c'est un financement qui est déjà alloué. On va, la feuille de route a mis au point avec vraiment tirer des traits sous tout financement. Elle a déjà budgétisé toutes les activités de la feuille de route. On sait maintenant, je sais actuellement ça coûte combien, ça va se faire combien, et on va faire une réunion. Le ministère de la Santé va faire une réunion avec les partenaires pour pouvoir discuter avec eux. Et l'État s'en chargera de tout ce que les partenaires techniques et financiers ne peuvent pas financer. Donc c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose sur lequel le travail va commencer très bientôt. Donc même demain mardi, je crois qu'on a une réunion ensemble avec le ministère de la Santé pour pouvoir déterminer et mettre s'il arrive vraiment le démarrage effectif de la mise en œuvre de la feuille de route de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Donc c'est un budget qu'on connaît, on a budgétisé tout processus au niveau de la feuille de route, on sait que ça coûte combien, on sait ce que l'État doit faire, on sait ce que les partenaires doivent faire. Je lis également que les sociétés scientifiques ont exprimé leur soutien par rapport à cette feuille de route. Alors comment seront-elles impliquées concrètement dans la mise en œuvre de cette feuille de route-là? Merci beaucoup. Donc, les sociétés savantes, les sociétés scientifiques, donc la Société mauritaenne de la pédiatrie, c'est l'une des premières sociétés qui a été créée et qui reste très active. Il y a la Société mauritanienne de la gynéco-obstétrique, la Société mauritaine des sages-femmes et d'anesthésie. Donc, les sociétés, quand je me focalise sur la pédiatrie, comment on a pu réduire la mortalité? Parce que les sociétés, c'est eux qui sont dans les hôpitaux, c'est eux qui sont dans la fac, c'est eux qui enseignent. Donc, c'est eux qui produisent des évidences. Hein? Donc, c'est-à-dire dire que cette action est mauvaise, ces médicaments, il faut l'utiliser. Cette maladie, ils font des recherches pour introduire ces vaccins. Il y a quelques années ici, la méningite faisait fureur liée à certains microbes, mais grâce aux travaux de la Société mauritanienne de pédiatrie, par exemple, on a pu introduire des vaccins et qui ont contribué à la réduction de cette mortalité infantile de façon générale. Ensuite, ces sociétés font des rencontres annuelles qu'on appelle des rencontres scientifiques de congrès, dans lesquelles ils discutent et émettent des recommandations vis-à-vis de certaines maladies, vis-à-vis de certaines actions à mener. Ils font aussi de l'enseignement de base. Ils font ce qu'on appelle le mentorat. Le mentorat, c'est quoi? C'est un système de formation clinique et de consultations cliniques et qui améliore la qualité des soins. Pour exemple, je vais citer le mentorat des sages-femmes qui est mené actuellement par les sages-femmes. Donc je crois que les gynécologues et les sages-femmes sont là pour en parler. Donc en plus de la recherche, en plus de l'enseignement, en plus des rencontres scientifiques, les sociétés savantes vont porter des moulins à de l'eau vont booster de cette façon cette feuille de route par leurs actions d'enseignement, de formation, d'émission des directives, des recommandations. Donc, comme je l'ai dit, il y avait la société, il y a actuellement, je crois, un mentorat clinique qui s'est fait, ou même des pays étrangers qui sont là, qui sont à l'école mauritanienne pour se former en matière de la santé de la mère et du nouveau-né pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. N'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce que je crois que c'est la société savante des enseignements, son premier but, c'est de pouvoir éditer les normes qu'on vient de parler, les normes procédures, les protocoles des normes, c'est-à-dire devant chaque situation clinique, qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain mauritanien. On voit ce que fait l'OMS de façon générale, mais on l'adapte au terrain mauritanien. C'est la société savante qui édite ces protocoles, normes et procédures en coopération avec, bien sûr, le Programme national de la santé et de la reproduction. Et ce sont des protocoles clairs et nets, facilement donc identifiables et facilement praticables au niveau du terrain. C'est ça le rôle de la société. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le mentorat, comme je viens de le dire, c'est un stage pratique sur le terrain. On n'enseigne pas seulement des cours théoriques, mais on voit sur le terrain avec le personnel, au niveau de la structure de santé, on passe quelques jours, voire quelques semaines avec eux pour pouvoir leur montrer les bonnes pratiques en matière d'obstétrique et en matière de néonatologie. C'est ça le mentorat qu'on va
de plus en plus adaptées au niveau de la Mauritanie. Plutôt que de faire des formations théoriques, on va sur des terrains pour pouvoir donner des choses pratiques et démontrer les bonnes pratiques. Et chacun dans son domaine, quels seront aujourd'hui les indicateurs qui prouveraient, qui évaluent en quelque sorte l'impact de cette feuille de route-là? On a précisé ça au niveau de la feuille de route. C'est simple. On a actuellement, selon la dernière enquête EDS qui a été pratiquée donc en 2019-2020, des indicateurs qui sont clairs, c'est-à-dire la couverture d'accouchement assisté, il y a 70%. Nous, au niveau de la feuille de route, on va atteindre 90% en 2029. On a un taux de contraception, on ne l'appelle pas contraception, c'est espacement de naissance qui est à 31, on va aller au-delà de 40 ou 50%. On a par exemple un autre taux de couverture, les CPN, la consultation prénatale, surtout la 4e consultation prénatale qui est un facteur de qualité. Quand vous avez une femme qui a fait sa 4e consultation, ça veut dire qu'elle a été bien prise en charge. C'est une femme intellectuelle. Alors que malheureusement, dans la plupart des cas actuellement chez nous en Mauritanie, la femme fait sa première et disparaît depuis, on ne la voit plus. La qualité maintenant est comptée sur la 4e consultation. Parce que maintenant, au niveau des protocoles normes et procédures, on ne parle plus de 4, on parle maintenant de 4 consultations et de 4 contacts. Ça fait 8 au total. La femme, au cours de sa grossesse, doit être vue par un personnel de santé 8 fois pour pouvoir détecter à chaque moment toute complication qui peut apparaître, n'importe laquelle. C'est avec ça qu'on peut vraiment... Parce que l'hypertension ne doit plus tuer. Dans les pays développés, elle ne tue plus. La femme, on détecte chez elle une hypertension au 3e, 4 voire, parce qu'elle ne débute qu'au 5e mois. Les hypertensions artérielles gravidiques, elles commencent à partir de 21 semaines, c'est-à-dire le 5e mois. Mais on la consulte, on détecte chez elle une hypertension artérielle et elle est orientée directement chez quelqu'un qui peut la prendre en charge convenablement, elle sera suivie convenablement, elle aura des consultations rapprochées, elle ne va plus attendre 1 mois ou 2 mois pour voir son gynécologue ou son médecin, mais elle va le voir tous les 15 jours, on va bien la surveiller dès qu'il y a les moindres signes de gravité, que ce soit une augmentation de poids, ce qu'on appelle une protéine de 24 heures, ou n'importe quel autre signe de gravité, on va la passer justement, on va la faire accoucher, parce que ce traitement, quand elle débute la prééclampsie ou l'éclampsie, c'est-à-dire les convulsions et tout ça, les complications, son seul traitement, c'est d'évacuer l'utérus le plus rapidement possible. C'est-à-dire lui pratiquer une césarienne, lui faire un accouchement rapidement et ne pas la laisser. C'est ce retard-là, la prévention, la découverte de la complication, qui rend les choses encore très difficiles. Mais si on fait de la bonne consultation, de la qualité des soins, il faut dire que la qualité maintenant est un souci majeur pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi il est introduit. Il y a même une direction maintenant qu'on appelle au niveau du ministère de la Santé, la direction de la qualité des soins. Parce que malgré les structures, malgré les ressources humaines, s'il n'y a pas de la qualité, on ne va jamais avancer. Il faut qu'il y ait de la qualité des soins. Et le premier facteur de la qualité des soins, c'est l'accueil dont vous avez parlé tout de suite là. Parce que si on n'est pas bien accueilli dans un secteur de santé, on ne va jamais y mettre le pied. Donc le premier point, c'est pouvoir changer les mentalités du personnel de santé, de enseigner et de dire que l'essentiel, c'est l'accueil. L'accueil est très, très, très important. Et aujourd'hui, rapidement, comment aujourd'hui, vous avez parlé d'un tas de réformes, parlé de la feuille de route et tout, et des 10 points, comment garantir aujourd'hui que ces engagements sont respectés à long terme, qu'il ne s'agit pas juste d'une feuille de route mise en place et que ce ne sera pas après, très rapidement, nous allons passer à autre chose? Mais c'est c'est pourquoi il y a l'AFSAD, l'observatoire qui a été mis en place, qui est parrainé par la Première Dame, mais aussi qui est présidé directement par son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. Donc c'est quelque chose de suivi strict, et correct, et mensuel, trimestriel, journalier, qui sera fait pour cette feuille de route-là. Surtout des points qui nécessitent vraiment une surveillance très correcte, en particulier la surveillance de décès maternel. Il y aura un comité qui va se réunir tous les mois au niveau du ministère de la Santé, qui va donner donc des observations au MAFSAT, mais le MAFSAT aussi, ou l'Observatoire, est là pour mobiliser les financements, pour mobiliser toute la société, l'ensemble des constituants de la société mauritanienne, qui seront donc sensibilisés sur ce problème de mortalité maternelle et néonatale, et qui va faire un suivi strict et correct, et vraiment strict au versant d'État, pour pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route. C'est un mécanisme de transparence en quelque sorte. Et puis, ce n'est pas diable, la feuille de route, sa mise en œuvre. S'il y a de la volonté, il y a de la volonté politique, avec le projet du président de la République, le gouvernement qui a en chantier plusieurs secteurs, et il y a un ministère de la Santé qui est déjà sensibilisé parce qu'il est déjà pédiatre. Il connaît toute la problématique de la mortalité maternelle et néonatale. Qu'ensemble, le slogan de la Première Dame de l'Otavio, c'est ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour qu'il n'y ait plus une mère qui meurt en donnant la vie. Dernière question que je vous pose, parce que nous sommes rattrapés par le temps malheureusement. Vous, en tant que médecin, en tant que professionnel de la santé, en tant qu'acteur de la santé, quel message aujourd'hui vous adressez justement à la population
pas seulement à la population, aux journalistes, à la femme que je suis, aux hommes, aux maris, aux pères de famille, aux femmes, aux familles, aux enfants. Aujourd'hui, justement, pour la mise en œuvre de cette feuille de route-là, et comment les citoyens aujourd'hui peuvent contribuer justement à l'efficacité de cette feuille. Je commence par vous, M. Diagana. Merci. Donc, il faut dire d'abord que la volonté politique est là depuis très longtemps, avec les moyens. Surtout, on a la chance d'avoir, comme il l'a dit tout à l'heure, un ministre qui n'était pas dans les stratégiques, dans les politiques, qui était praticien de ce hôpital et qui connaît toutes les réalités et qui conduit les ministères avec certains principes pour avoir des résultats. Donc, c'est ces plans. En ce qui concerne nous, techniciens, tout est la main pour les populations maintenant. Je crois qu'il faut qu'ils adhèrent bien à cette feuille de route, qu'ils fréquentent les structures, et pas seulement les structures seulement, que la santé communautaire dans les familles et dans les foyers, dans les communautés aussi, on peut faire plein d'actions à ce niveau-là, d'où l'existence des programmes de santé communautaire là, qui est en contact direct avec les populations, qui est aussi une interface avec les structures de santé pour régler des problèmes qui ne peuvent pas être réglés au niveau communautaire déjà. Donc les populations ont une part très importante dans leur foyer, dans leur communauté à jouer, et s'ils sont dépassés, ils peuvent, et donc je veux dire qu'avec les agents de santé communautaire, ils peuvent aller de l'autre côté quand les choses sont plus sérieuses. Et vous, professeur Sidi Mohamed? Moi, je crois qu'aucune personne en Mauritanie n'a pas été touchée par ce phénomène, par ce drame-là qui est la mortalité maternelle néonatale. On est tous sensibilisés à ce phénomène qui est l'événement le plus dramatique qui peut se passer dans un hôpital, dans un secteur de santé, c'est la mort d'une femme en donnant la vie. Ça, c'est connu, tout le monde le connaît. Et personne en Mauritanie, toute personne a été touchée par ce drame-là. Donc on est tous sensibilisés à cet événement qui handicape non seulement la petite famille restreinte, mais qui handicape la plupart de la société. C'est des cousins, c'est des soeurs, c'est des femmes, c'est des pères, c'est ainsi de suite. Donc on lance un appel ardent, surtout aux politiciens, surtout aux élus locaux, parce que la plupart de ces décès-là se passent dans des zones reculées, des zones qui ne sont pas les... Et pour pouvoir vraiment prendre en charge convenablement ce type de malheur, c'est d'avoir au moins, la moindre des choses, c'est dans des communes où il n'y a pas de structure administrative, qu'on ait au moins des moyens faciles à mettre en œuvre, comme louer un taxi, généralement quand il y a un problème au niveau de la poste de santé reculée, qu'on ait déjà une voiture sur laquelle on peut compter, que ce soit la mairie qui va la louer ou que ce soit la communauté de façon générale, qu'on loue cette voiture qui est là, qu'on connaît qu'elle peut amener toute urgence à n'importe quel moment dans n'importe quel secteur. Ça, c'est un phénomène banal qui ne demande rien du tout, une cotisation, un petit budget de la mairie qui peut le faire. Et ça, c'est le premier étape qui est le plus grave. C'est-à-dire le fait que la femme passe d'une structure de santé de bas niveau, qui ne peut pas la prendre en charge, à une autre qui peut la prendre en charge. Ce laps de temps-là est un laps de temps extrêmement important. Je crois qu'on doit communiquer, pour les journalistes, pour la communication, pour les réseaux sociaux, on doit communiquer sur ce phénomène-là. Ce n'est pas une question de pays pauvres ou de pays riches. L'exemple le plus frappant que tout le monde donne la plupart du temps, c'est Cuba. Cuba, ce n'est pas un pays riche. Cuba a le taux de mortalité le plus bas au monde. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté, c'est une question de conscience, de sensibilisation de la communauté. Je crois qu'ensemble, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on soit journaliste, qu'on soit société civile, ou qu'on soit personnel de santé, on va s'atteler à ce que cet objectif-là soit atteint dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Et Fatimetou, nous allons continuer par vous. Merci. Moi, je pense que la mort d'une mère et d'un nouveau-né, c'est vraiment un drame, une tragédie. Et je pense que tous les acteurs doivent multiplier et conjuguer leurs efforts pour que cet événement heureux qu'on attend d'une grossesse, c'est d'avoir un nouveau-né dans la famille, ne se transforme pas en un deuil où vraiment tout le monde est... Donc tous les acteurs doivent contribuer vraiment à réduire, à accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Et cette feuille de route, c'est une feuille de route nationale où tous les acteurs, tous les secteurs, tous les partenaires doivent contribuer, en particulier encore les parlementaires, les élus. Aujourd'hui, on a une loi de santé de la reproduction, la vulgarisation de cette loi, la vulgarisation des droits des femmes. Les femmes doivent connaître leurs droits et doivent veiller, et la communauté doit faire un œil externe qui permet un peu d'évaluer, vraiment de pousser, de booster l'atteinte des objectifs. Et ce n'est qu'en ce
moment-là qu'ensemble, on peut vraiment y arriver au but et tout le monde doit embarquer dans ce bateau de lutte contre la mortalité maternelle qui est conduit par nos vraiment dirigeants, par la Première Dame, par le ministre de la Santé. Aujourd'hui, chaque semaine au ministère de la Santé, il y a une réunion qui fait analyser la problématique d'une manière générale et en particulier la problématique de la mortalité maternelle, de la santé maternelle et natale. Et Inch'Allah, ensemble, on va œuvrer pour qu'aucune mère et aucun nouveau-né ne perd la vie pour des causes évitables. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je rappelle que nous avions sur notre plateau Dr Diagana Moussa Salatou, directeur de la santé infantile, de la vaccination et de la nutrition. Également avec nous, Dr Sidi Mohamed Abdelaziz, qui est le coordinateur du projet d'appui au service de santé maternelle et néonatale. Merci à vous, madame Fatimetou Moulay Abdallahi Ali, coordinatrice du programme national de la santé reproductive. Merci. Merci également à vous. Merci à l'équipe technique rédactionnelle qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission et nous vous souhaitons une excellente soirée.